Bonjour à tous et à toutes. Donc, le sujet que je vais aborder, les observations que je vais vous faire, c'est vraiment dans le cadre d'une recherche que j'entame, qui est donc exploratoire. En Occident, le véganisme est perçu comme un mouvement où l'expression de la diversité est timorée. C'est dans ce cadre qu'un véganisme pratiqué par des Noirs se met en place. D'abord implanté aux États-Unis, les échos de l'afro-véganisme se répercutent en Europe et nous retrouvons ces croisements culinaires dans les Caraïbes. Face à l'engouement suscité par ce concept, donc le black veganism, il y a lieu de se demander si le fait d'être vegan et noir revêt un caractère particulier. Pour tenter de répondre à cette question, nous nous attarderons principalement à l'expérience du véganisme au sein de la communauté afro-américaine, puisqu'à ce jour, elle demeure la plus structurée au point de produire des praticiens et aussi des penseurs. Néanmoins, nous convoquerons des sources qui font allusion aux Caraïbes, compte tenu des points de rencontre existants entre ces populations. Notre réflexion sera sous-tendue par les études culturelles, les food studies et aussi les sciences sociales. La question animale étant au cœur du véganisme, nous nous interrogerons en premier lieu sur sa représentation dans l'imaginaire collectif des Afro-Américains et des Afro-Caribéens. Nous verrons que l'éthique animale demeure un sujet... C'est ça, je me disais bien que ma voix était bizarre. Nous verrons donc que l'éthique animale demeure un sujet litigieux au sein de ces communautés. Si l'afro-véganisme semble être une nouvelle conception, l'histoire nous enseigne au contraire que ses racines remonteraient à la période précoloniale. C'est pourquoi nous intéresserons à l'émergence du véganisme au sein de ces populations pour comprendre les raisons pour lesquelles il provoque aujourd'hui de l'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'hostilité. Subséquemment à ce parcours historique, nous examinerons les caractéristiques et les enjeux de l'afro-véganisme au prisme de l'intersectionnalité. On ne peut aborder la question animale aux États-Unis et dans les Caraïbes sans évoquer la période esclavagiste. Durant cette époque, l'animal a été utilisé contre l'esclave pour participer à son asservissement. C'est le cas aussi du chien, le foxhound, rebaptisé le niggerhound, qui a servi à chasser les esclaves en fuite. Soulignons à ce propos l'ouvrage de l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, L'esclave vieil homme et le molosse, qui relate cette pratique. Un autre animal était synonyme de terreur dans les plantations, le cheval, conduit par un commandeur dont la tâche consistait à surveiller les esclaves et à les réprimander avec cruauté. Le cheval devient un symbole de répression. Dès lors, l'usage fait de certains animaux, que ce soit pour soutenir le système esclavagiste ou pour être consommés, indique leur positionnement inférieur dans la stratification sociale de l'époque. Dans le but de légitimer l'esclavage et le bien fondé de sa mission civilisatrice, un processus d'animalisation se constitue autour d'une vision hiérarchique racialisée. Dans cet état d'esprit, à partir du XIXe siècle et jusqu'au début du siècle suivant, les os humains, où sont exhibés des sujets coloniaux, notamment ceux d'ascendance africaine, ouvrent en Europe et aussi aux États-Unis. À cette pratique déshumanisante s'ajoutent les insultes à connotation raciste qui incriminent les animaux, notamment les primates, et plusieurs personnalités en ont fait les frais. Donc je passerai là-dessus. Notamment Christiane Taubira, qui était alors ministre de la Justice française. Dans cette perspective, Brenda Sanders soutient qu'au sein de notre société contemporaine, l'animal est inférieur à l'homme. Et en deuxième lieu, l'homme noir est perçu comme étant, alors ça dépend, soit au même niveau que l'animal ou entre les deux. Et bien entendu, ici, le terme animal comporte une dimension péjorative et a été employé pour réduire l'autre à la bestialité et aussi a été employé dans l'optique de créer une espèce de hiérarchie entre les espèces. Quant au contenu maintenant de la gamelle des esclaves,
il est notoirement insuffisant et soumis au bon vouloir des maîtres. Pour assurer leur subsistance, ceux-ci doivent cultiver des lopins de terre, souvent arides, en y faisant pousser des tubercules, des céréales, des légumineuses et des arbres fruitiers, puisque la viande et le poisson étaient plus souvent réservés aux jours de fête. Si durant la période esclavagiste et aussi post-esclavagiste, ces cuisines comportaient peu d'aliments d'origine animale, aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Et pour cause, les Afro-Américains constituent la communauté qui consomme le plus de viande aux États-Unis. Et je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Les chiffres sont proposés donc par le US Department of Agriculture. Et c'est une étude qui a été faite entre 1994 et 2008. Cette réalité inquiète de nombreux véganes afro-américains qui enjoignent leur communauté à réduire leur consommation de viande pour des raisons éthiques, mais aussi diététiques. De plus, ils rappellent que des pionniers avaient déjà mis en œuvre des régimes alimentaires qui excluent le carnisme, et ce, à compter du XXe siècle. Est-ce qu'il y a un mouchoir qui circulerait pas loin, s'il vous plaît? Ceci m'amène à aborder le deuxième point. Je te remercie. En 1915, les colonnes du journal de Baltimore Afro-American annoncent un congrès annuel qui s'adresse à ceux qui souhaitent éliminer les aliments d'origine animale de leur diète. Il est à noter que l'événement se tient dans les locaux de l'église adventiste du 7e jour. Et bien entendu, on sait que cette organisation religieuse préconise le végétarisme dès 1863 sous l'impulsion de sa fondatrice, Ellen White, qui a été à l'origine d'une réforme sanitaire. On va faire un grand bond dans l'histoire. Dans les années 60, l'intérêt pour le végétarisme et le véganisme va connaître un tournant majeur en marge du mouvement des droits civiques. Dick Gregory, un activiste végétarien et aussi un comédien influent, devient la figure de proue du mouvement. Son plaidoyer va avoir plus de résonance lors de la parution de son ouvrage. Mais ce qu'il réclame, en fait, c'est que les luttes anti-violence aux États-Unis puissent être étendues aux animaux. Signalons aussi un autre ouvrage fondateur pendant cette ère de grande mutation sociale. Il s'agit de l'ouvrage How to Eat to Live d'Elijah Muhammad, qui est le fondateur de Nation of Islam. C'est un mouvement, c'est une organisation religieuse en fait et politique qui prône un nationalisme noir. Et son fondateur va déclarer que le régime végétarien est le meilleur pour la santé. Et donc il va faire plusieurs prescriptions, des fois qui sont plus ou moins discutables. Par exemple, il va recommander de manger du chou, mais pas du chou kale. Mais aujourd'hui, on sait que le chou kale, c'est super bon pour la santé. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Mais enfin, on voit qu'il était assez avant-gardiste parce qu'il était évidemment contre l'usage des pesticides et aussi contre la consommation d'aliments en conserve. Dans la foulée de cette parution, paraît aussi le premier livre de cuisine végétarienne qui inclut la soul food. Et la soul food, on ne l'associe pas nécessairement au végétarisme. Jusqu'aux années 2000, les productions, les publications de livres de ce type seront clairsemées. Je signale quand même qu'en 1979, Harris Latam va fonder à Harlem une compagnie qui offre des aliments véganes et crus. Et à ce jour, on considère que ce monsieur est vraiment l'initiateur du crudivorisme aux États-Unis. Une autre communauté religieuse va également plébisciter le végétarisme. Ce sont les African Hebrew Israélites, dont plusieurs sont retournés, ont été s'installer en Israël. Et ils ont créé une chaîne de restaurants qui s'appelle Soul Vegetarian Restaurant, qui compte à ce jour plusieurs succursales autant aux États-Unis, en Israël et aussi en Afrique.
Mais là où les choses vraiment vont s'accélérer, c'est à partir des années 90 avec Internet, bien entendu. Hein. Donc plusieurs sites vont être mis en ligne par et pour des Afro-Américains. Je signale bien entendu le site Black Vegans Rock, fondé par AFCO, qui était présente l'année dernière lors du festival vegan à Montréal. Ajoutons à ces initiatives le documentaire The Invisible Vegan, qui a été tourné aux États-Unis l'année dernière par Kenny Leva, où la réalisatrice dénonce le manque de représentativité des Noirs véganes au sein de l'espace public, ainsi que Nutricide, qui frappe la communauté afro-américaine, qui est soumise évidemment souvent à une mauvaise alimentation et aux problèmes de santé qui sont subséquents. Mais ça, vous le savez. Cette rétrospective serait incomplète sans l'évocation de la cuisine Aïtol, élaborée par les Rastafari de la Jamaïque et dès les années 30 et qui a été popularisée par Bob Marley, mais surtout par les fortes communautés de diaspora caribéenne qui vivent en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que ce parcours historique nous enseigne aussi, finalement? Il nous permet de discerner une singularité du véganisme afro-caribéen, à savoir qu'il est imbriqué, dans une certaine mesure, à un nationalisme noir, mais aussi au sacré, parce que plusieurs organisations religieuses prennent la question alimentaire en main, et tout se passe finalement comme si l'aliment sert à nourrir le corps, l'âme, mais aussi l'identité. Au-delà de l'acte de manger, il s'agit de restaurer l'identité culinaire de toute une communauté, et c'est ce à quoi vont s'atteler les tenants de l'afro-véganisme au XXIe siècle. En 2014, le chef et historien Terry Bryant va faire paraître un livre de recettes afro-véganes, et c'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré ce titre-là. Auparavant, il a publié d'autres ouvrages, dont Vegan Soul Kitchen, qui amorce sa conception d'une cuisine soul food véganisée. Se définissant comme un activiste, un food justice activiste, il milite pour l'accès à des aliments frais, biologiques, équitables aussi, respectant la saisonnalité pour tous, mais singulièrement pour les communautés noires, afin que celles-ci puissent jouir, dit-il, d'une culturally appropriate food. Dans une entrevue accordée au magazine Field, Brand définit son concept, et je vais le lire, si vous permettez. Je vais le lire quand même. Alors, imaginez que vous retiriez les produits d'origine animale des cuisines africaines, caribéennes, australes et autres cuisines influencées par l'Afrique. Ensuite, vous coupez, collez et remixez la nourriture pour créer des recettes à base de produits on ne peut plus frais du potager. Voici Afro-Vegan. Il poursuit dans ces pages, vous trouverez des recettes véganes inventives qui mettent en avant l'interconnexion, l'évolution et la croissance de la cuisine afro-diasporique au fil des siècles. En élaborant un régime vegan à base d'aliments et de techniques culinaires provenant des diasporas africaines, le chef plaide pour la reconnaissance de ce patrimoine immatériel. En réalité, il s'agit d'une demande pour que les cultures afro-américaines et afro-caribéennes soient légitimées au sein de sociétés multiculturelles respectives. C'est que, comme le mentionne Luce Juard, je cite, « Les hommes ne se nourrissent pas de nutriments naturels, de principes diététiques purs, mais d'aliments culturalisés, choisis et préparés selon un code détaillé de valeurs, de règles et de symboles, autour duquel s'organise le modèle alimentaire d'une ère culturelle dans une période donnée. » Dans un contexte de standardisation alimentaire et face au lobbying du secteur agroalimentaire, mettre ou en tout cas remettre au goût du jour les produits venant de la matrice africaine revient à instaurer un espace de relation, de création aussi, parce qu'il faut repenser ces cuisines, de conservation et de transmission au sein des cuisines diasporisées. Cette démarche s'apparente aussi à un devoir de mémoire.
elle peut être considérée comme subversive dans la mesure où il s'agit de s'inscrire dans une filiation avec une Afrique des origines, même si elle est mythifiée, avec laquelle la coupure a été faite de façon abrupte en oblitérant les lignées. Par conséquent, et je cite encore Giard, la nourriture devient un véritable discours du passé et le récit nostalgique du pays. La nourriture traditionnelle devient le maintien et la narration de la différence. Fin de citation. Le livre Afro-Vegan ambitionne de proposer des outils pour répondre, dans une certaine mesure, à une crise de santé publique qui touche nombre de personnes d'ascendance africaine. Il est avéré que la prévalence de certaines maladies est plus élevée dans ces communautés, notamment le diabète qui est vraiment un fléau, autant aux États-Unis que dans plusieurs pays de la Caraïbe. Dans tous les cas, les communautés afro-américaines ont un taux de prévalence qui est multiplié par 2. Et je vous laisse prendre aussi connaissance des chiffres. En tant qu'activiste et chef en résidence du Museum of the African Diaspora, Brian Terry part en croisade contre ces mots qui frappent les afrodescendants, mais aussi contre les idées reçues. Ainsi, il tend à démontrer que le véganisme n'est pas seulement, entre parenthèses, une affaire de blancs, ou Animal White Movement, comme le stipule Christiane Bailey, qui est doctorante ici même à l'UDM. Souvent, l'argument avancé par des Afro-Américains pour s'opposer au véganisme est Animal rights, hell, we are still working on our rights. Manifestement, l'animal est toujours perçu comme un concurrent et non comme un allié, comme l'affirme la blogueuse et conférencière Young dans un article qui s'intitule « Here is why black people don't go vegan ». Évidemment, il y en a, mais c'était un titre un peu provoquant. L'afro-véganisme invite à repenser des schèmes socioculturels afin de déconstruire la perception de véganisme discriminant et réservé à une frange de privilégiés. Et j'aborde ici notre dernier point. Profondément enraciné dans le véganisme afro-américain, l'intersectionnalité a été élaborée par la justicière, vous voyez le lapsus, la juriste Kimberly Crenshaw, pour réfléchir à une convergence de discrimination. Aujourd'hui, l'intersectionnalité désigne une pluralité de discriminations qui se recoupent en fonction de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la classe sociale ou du capacitisme. Massivement investi par les études féministes et les militants antiracistes, l'intersectionnalité gagne en popularité au sein du véganisme et particulièrement auprès des populations noires. Et pour cause, ces derniers réclament une inclusion dans le milieu végan traditionnel à travers une approche intersectionnelle. Et je vais citer, vous permettant en anglais, l'ouvrage de Breeze Harper qui s'appelle Sister Vegan et voilà ce qu'elle dit à propos de cette approche intersectionnelle qu'elle appelle de ses voeux. With race, nutrition, gender identification, animal rights, spirituality, health and healing, body image, parenting and personal and collective liberation. Fin de citation. Dans le même ordre d'idée, le volume Veganism in an Oppressive World, a Vegan of Color Community Project, donne la parole à différents membres des communautés culturelles, y compris ceux des Premières Nations. Et Brueck insiste sur le fait que le spécisme et le racisme ont travaillé conjointement. Giroux et Larue abondent dans ce sens quand ils affirment que, et je les cite, spécisme et racisme, en tant que processus de discrimination arbitraire, ont assurément une caractéristique commune, la volonté de priver de droits ceux qui n'appartiennent pas ou, imagine-t-on, n'appartiendraient pas tout à fait à l'espèce humain. Et bien entendu, les penseurs qui émanent des milieux véganes noirs américains préconisent de ne pas souscrire justement à une approche comparatiste entre les différentes espèces.
c'est que, en fait, les tensions raciales ravivées dans la société américaine ont contaminé le milieu vegan suite à la publication de tweets jugés offensants. Je vous donne deux exemples rapidement. En 2015, Veganesso va assimiler, je vous montre l'image plutôt que de vous le dire, va assimiler le léchage des Noirs à la situation des porcs. Évidemment, le porc dans notre imaginaire collectif est chargé de symboles. Le deuxième exemple que je vais vous proposer, c'est un tweet. C'est Vegan Revolution qui va poster Black Lives Matter more than chickens or cows' lives, apparently. Et ce, dans le sillage des violences policières qui se sont exercées à l'encontre des Noirs. C'était au même moment. Dans une autre ordre d'idée, et j'achève, aux États-Unis, le guide alimentaire African American Vegan Starter Guide, qui comporte une quarantaine de pages, recense 1,4 million d'Afro-Américains véganes sur une population d'à peu près 44 millions. Doublement minorisés, les Afro-véganes doivent lutter pour se faire accepter autant dans le milieu vegan traditionnel qu'auprès de leur propre communauté, pour qui ce choix s'apparente à de l'acculturation et à une volonté d'embrasser les valeurs du groupe dominant. Ainsi, Melissa Daniel, une nutritionniste qui a pris part au projet paru sous le titre Sister Vegan, raconte « Some are offended and many proceed to educate me on the traditional black diet. I am reminded that I am not a true member of the race for not eating pork. » Dans le même ordre d'idée, j'avais interviewé le mois dernier quand j'étais en Guadeloupe une restauratrice, une propriétaire de restaurant, un bar à soupe, Laurence Rugard, qui m'a fait part à peu près du même sentiment qu'elle a éprouvé, à savoir une profonde incompréhension et le fait que son choix, elle est végétarienne, son choix soit constamment dévalorisé encore plus quand elle est lors de repas familiaux. Nombre de véganes donc font face à ce sentiment d'hostilité, et ce, quelle que soit d'ailleurs leur matrice culturelle. Mais la question se pose sans doute avec plus d'acuité, je pense, dans les communautés culturelles, puisque la dimension ethnique, raciale, entre en ligne de compte. Pour finir, l'afro-véganisme correspond à un idéal de liberté pour toutes les espèces en abolissant toute forme de hiérarchisation. Pour sensibiliser l'ensemble de leurs sociétés respectives à leur réalité, les afro-véganes invitent le milieu traditionnel à les soutenir dans leur lutte sociale tout en favorisant des conditions de dialogue entre les différentes communautés. La représentation de la diversité semble être en marche si on considère les initiatives du PETA, qui a fait appel à l'activiste Dick Gregory ou encore au rappeur hip-hop RZA pour ses campagnes publicitaires. Je vous remercie.